à tous, couronne, facettes, pivot, implant ou encore dentier. Aujourd'hui, la dentisterie propose de nombreuses solutions pour remédier aux problèmes bucco-dentaires et la population vieillissant, les chiffres de ces prothèses dentaires vont en augmentant. Alors pour en savoir plus sur ces techniques, nous recevons Michael Lombroso. Bonsoir. Bonsoir. Alors docteur, vous êtes chirurgien dentiste à Versailles. Pour commencer, je l'ai évoqué à l'instant, il existe plusieurs types de prothèses dentaires. Est-ce que vous pouvez rapidement nous les présenter? Bien sûr, c'est un vaste sujet. Alors on va dire que les premières prothèses vont être des prothèses conservatrices. Ça veut dire que ce sont des prothèses lorsque vous avez encore votre dent et qu'elle peut être réparée. Alors on va citer par exemple les inlays, qui sont une sorte de pièces que l'on va venir incruster dans la dent et qu'on va venir coller. Ces inlays peuvent être réalisés en résine composite ou en céramique. C'est ce qu'on appelle les couronnes ou c'est encore autre chose? Non, ce n'est pas encore une couronne puisqu'on a gardé une partie de la dent et on vient compléter comme la pièce d'un puzzle. Après, on va effectivement, lorsque la dent est plus abîmée, on va passer à la couronne. La couronne, c'est une sorte de chapeau qui va venir à la fois protéger la partie de dent qui reste et en même temps reconstruire les parties manquantes. On peut avoir des couronnes en céramo-métallique, donc avec une armature en métal. On peut avoir des couronnes tout céramiques aujourd'hui, et puis même des couronnes réalisées avec l'aide de l'ordinateur, avec des armatures en zircone. Enfin, on a vraiment une grande technologie, ça évolue énormément. Et puis ensuite, lorsque malheureusement une dent a dû être extraite ou qu'elle est absente, on va pouvoir et on va devoir remplacer cette dent absente. Alors il y a deux grands mondes pour remplacer la dent absente. Il y a les bridges qui consistent en fait à faire un pont entre deux dents, mais qui ont l'inconvénient d'hypothéquer un petit peu les dents piliers. Et puis on va avoir aussi, citons, les prothèses amovibles, les appareils, mais surtout aujourd'hui les implants qui vont nous permettre de rétablir une dentition normale et de restaurer la dent sans avoir à toucher aux dents d'à côté. Ça va d'ailleurs être notre sujet principal aujourd'hui. Mais le but dans tous les cas, c'est de maintenir d'avoir en tout cas des vraies dents ou des fausses dents, mais du moins des dents en apparence naturelle et saine. En quoi sont-elles faites exactement? Vous nous avez parlé un petit peu des différentes prothèses. C'est la céramique qui prime aujourd'hui? Alors oui, globalement c'est la céramique. Il y avait le plomb autrefois, on le rappelle, et puis qui a été retiré faute évidemment de soucis. Pas tout à fait. D'abord le plomb, les plombages n'ont jamais contenu de plomb. C'est un terme impropre, c'est un amalgame d'argent, d'étain, choses comme ça. Ils ne sont pas complètement retirés, mais en fait on a de bien meilleurs matériaux aujourd'hui à notre disposition, parce que c'était très polluant en plus. Et on va les remplacer par des résines composites qui vont être collées. Et puis effectivement, la céramique est en train de prendre le dessus sur tous les autres matériaux, puisqu'on peut aujourd'hui réaliser, donc modéliser en 3 dimensions, venir par des machines-outils, un peu comme les imprimantes 3D, mais beaucoup plus évoluées, réaliser des mini-restaurations qu'on va incruster, qu'on va coller, comme les facettes aussi par exemple, sont des plaquages de céramique. Voilà. Et puis nous avons aussi le titane pour les implants qui a été une révolution quand on a réussi à comprendre comment on pouvait fixer le titane à la mâchoire. Alors aujourd'hui, on l'a dit, on va s'intéresser particulièrement aux implants dentaires. Quels sont les avantages? Vous l'avez dit, il y a des avantages par rapport aux bridges. Quels sont-ils? L'avantage principal, c'est de pouvoir donner une dent à partir de rien, donc de reconstruire une dent à zéro avec la racine, avec la dent qu'il y a dessus, sans toucher aux dents restantes et donc sans hypothéquer les dents restantes. Parce que le bridge finalement abîmait les dents de chaque côté de la dent manquante? C'est vous qui le dites. Mais oui, effectivement, le bridge prend appui sur les dents restantes qui n'ont rien demandé pour subir une charge mécanique pour laquelle elles n'ont pas été conçues, alors que l'implant, lui, il est autonome, il va venir restaurer juste la dent absente. Et effectivement, c'est vraiment un service rendu pour nos patients parce qu'on va restaurer leur capital dentaire d'une manière beaucoup plus pérenne. Et alors, dans quel cas sont-ils indiqués ou même peut-être contre-indiqués parfois? Alors au niveau des indications, si je me fie à la Haute Autorité de Santé, les indications sont très nombreuses. La Haute Autorité de Santé dit encore que lorsqu'une dent d'à côté est abîmée, on peut faire un bridge. Moi j'irais même un peu plus loin, à chaque fois qu'on peut mettre un implant, il vaut mieux mettre un implant que toute autre restauration. Ensuite, il y a effectivement des contre-indications médicales pour la plupart, des patients qui ont des problèmes cardiaques, des patients qui ont pris par exemple pendant de nombreuses années des biphosphonates pour cause de ménopause et d'ostéoporose. Il y a des contre-indications, des patients qui ont... Au niveau de l'os va être en fait abîmé, c'est bien ça? L'os ne va pas pouvoir répondre à l'implantation et donc effectivement il y a des consignes d'abstention s'il y a un risque osseux. Évidemment, tous les patients qui ont des traitements lourds comme des chimiothérapies, ce sont des contre-indications relatives dans le temps. Voilà, il y a des contre-indications surtout médicales en fait.
Alors, donc si on entretient bien ses dents, malgré tout, on le rappelle, ses dents et ses gencives, on devrait pouvoir éviter évidemment toutes ces techniques, ce qui est plutôt une incitation d'ailleurs supplémentaire à une bonne hygiène bucco-dentaire, car déjà budgétairement parlant, on voudrait pouvoir s'en passer. En effet, la fourchette de prix s'étale d'environ, et là les environs vont vraiment être nécessaires et prendre tout leur sens, puisque l'on va de 400 € pour une couronne jusqu'à 25 000 € pour une prothèse complète de mâchoire faite en implant. Qu'en est-il des remboursements par la sécurité sociale? Parce qu'elle ne peut peut-être pas tout couvrir, évidemment. Alors évidemment, les remboursements sécurité sociale, déjà le tarif de référence de la sécurité sociale est grosso modo bloqué depuis les années 60. Donc quand aujourd'hui vous avez le tarif sécu de convention d'une couronne est de 107,50 €. Oui, parce que les technologies ont énormément évolué depuis. Énormément évolué, évidemment, la Sécu ne peut pas, enfin en tout cas n'a pas eu la volonté de s'adapter à ces nouvelles technologies et le taux de remboursement est resté, le montant de remboursement est resté le même depuis les années 60. Peut-être également pour encourager justement cette bonne hygiène bucco-dentaire, pour ne pas avoir à justement en être à mettre des implants. J'aimerais que l'intention soit celle-ci, Allez, une bonne intention. Oui, oui, évidemment, prévenir c'est toujours moins cher que guérir, prévenir la meilleure prothèse, c'est votre dent à vous. Voilà, c'est la plus belle des prothèses n'arrivera pas à répliquer exactement votre dent à vous. Donc je pense qu'il faut tout faire pour conserver ses dents, d'autant plus qu'on en a les moyens. Et donc la sécurité sociale, grosso modo, aujourd'hui pour les implants et les autres prothèses. On va dire des soins et des prothèses réalisées en France, la Sécu couvre un tiers des montants globaux. Et effectivement, sur les implants, c'est beaucoup moins, puisque les implants, par exemple, ne sont pas du tout remboursés par la sécurité sociale, à part certains cas d'agénésie, où il y a des patients qui naissent avec beaucoup de dents en moins. Là, il y a une prise en charge par la sécurité sociale, mais c'est très rare. Pourquoi c'est si cher, finalement? On a vu, c'est de la grande technologie, mais quand même, pourquoi? Alors, déjà, je voudrais dire plusieurs choses sur cette histoire. Le prix des prothèses dentaires, même si je vais vous choquer, ça n'est pas le vrai problème. Ça, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Le vrai problème, c'est pourquoi est-ce que les Français ont autant besoin de prothèses dentaires. Le vrai problème, c'est pas lorsque vous devez vous faire réaliser un inlay. Le vrai problème, c'est quand vous avez 3-4 dents à vous faire remplacer. Donc un problème de prévention. Mais évidemment, et le vrai problème, si vous voulez, c'est que la France est en 17e position sur les 27 pays européens lorsqu'on demande à quelqu'un est-ce que vous avez toutes vos dents. Bon. Donc c'est ça le vrai problème. Le deuxième aussi sujet qu'il faut évoquer, c'est qu'en France, nous avons les soins dentaires les moins chers d'Europe. Donc évidemment, il y a un phénomène de compensation et c'est vrai que la prothèse à strictement parler va être un peu plus chère en France que dans les pays étrangers parce que les soins sont complètement sous-évalués. D'où parfois des tourismes à l'étranger, on parle de la Hongrie parfois. Mais tout est relatif puisque certains soins vont être 3 fois plus chers en Hongrie qu'en France, par exemple. Et puis je voudrais dire quelque chose aussi, c'est que lorsque vous prenez par exemple un implant, d'accord ? Le coût d'un implant, allez, disons, admettons 1 000 € l'implant. Est-ce que vous savez quelle est la dépense principale lorsqu'on vous pose un implant? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Dites-le moi alors. Ce qui coûte le plus cher, c'est les différents impôts et taxes que l'État va prélever, qui représentent à peu près un tiers du prix de l'implant en impôts directs et indirects. Donc il faut bien prendre conscience que le coût de la prothèse elle-même ou le coût de la structure d'un cabinet n'est qu'une partie d'un prix global dans lequel évidemment les instances ont aussi un rôle à jouer. Donc les taxes, mais pas que quand même. On a vu que c'était des technologies très avancées, de pointe. C'est aussi ça qui va expliquer. De plus en plus pointues, qui demandent des plateaux techniques de plus en plus importants. Aujourd'hui, on préconise par exemple que les implants soient posés dans des pièces dédiées, avec des niveaux de stérilisation qui sont évidemment très importants, des niveaux de sécurité, des niveaux de technologie. Dans mon cabinet, par exemple, je n'aurais jamais cru un jour que j'aurais un scanner qui me permettrait de reconstruire en 3D la mâchoire de mes patients, de faire des simulations en 3D. Tout ça, évidemment, a un coût. Les technologies augmentent d'année en année, mais les coûts aussi. Justement de votre cabinet. Comment ça se passe quand un patient vient? Quel genre d'examen allez-vous faire? Et ensuite, quelles sont les étapes pour poser donc, ces prothèses? Et on va voir particulièrement, malgré tout, ces implants. La première chose, c'est d'écouter mon patient. C'est d'écouter quelles sont ses envies, ses besoins, lui faire verbaliser finalement quelles sont ses attentes d'un tel traitement.
Ensuite, on va effectivement réaliser un bilan à la fois médical et dentaire pour voir si la pose d'un implant va être possible en fonction effectivement d'un volume osseux par exemple, d'où la réalisation d'un scanner ou d'un cone beam qui vont permettre de visualiser ces masses osseuses. Possible et nécessaire également, parce que je pense à une personne dont le budget va être peut-être un peu restreint, parfois il y a d'autres solutions qui peuvent exister. Bien sûr, on va pouvoir s'adapter. Par exemple, quand un patient arrive complètement édenté, on va pouvoir utiliser les implants juste comme moyen de fixation d'une prothèse amovible et ça va déjà lui rendre un service énorme parce que ça va stabiliser, ça va lui donner du confort, ça va lui donner confiance. Et puis on peut aller ensuite beaucoup plus loin, on peut reconstruire la bouche complètement avec X implants, 8 implants à peu près par mâchoire et reconstruire pratiquement dent par dent. Donc il y a un panel, il y a un éventail de possibilités à la fois techniques et médicales qu'il va falloir expliquer à son patient pour recueillir son consentement éclairé. Ça c'est un mot qui m'est cher parce qu'il faut vraiment que le patient ait compris quelles sont les possibilités et qu'il y ait vraiment une adhésion du patient. On imagine que tout ça va prendre du temps. En gros, par implant, ça prend combien de temps? Et surtout, est-ce que c'est douloureux? Non. Alors déjà, ça c'est un mythe que je voudrais balayer. Non, les implants… Ça fait peur parfois, oui, évidemment. Il y a quelque chose qui rentre dans la gencive. C'est un petit peu invasif, mais les techniques chirurgicales sont de moins en moins invasives. On a aujourd'hui des techniques guidées par ordinateur. On peut faire des guides des chirurgicaux. On va travailler au dixième de millimètre près. Et puis, donc c'est de moins en moins douloureux parce que les techniques ont énormément évolué. Et donc ça déjà, non, c'est moins vraiment ça. On balaye. On balaye. C'est de moins en moins douloureux. Mais combien de temps ça prend environ? Si jamais on a des petits soucis, pour poser un implant, par exemple, on va considérer que c'est 20-25 minutes. 20-25 minutes. Ensuite, sans compter tout de même, évidemment, toutes les données qui auront été prises en amont, hors bilan, évidemment. Bien évidemment, il y a un travail au niveau pour former préparatoire, l'implant. mais la chirurgie en elle-même ne va prendre que 20-25 minutes pour un implant. Alors ensuite, on peut même utiliser l'implant le jour même, dans certaines conditions, et vous mettre une couronne provisoire sur un implant qu'on vous a posé le jour même. Et alors on dit qu'ensuite il faut éviter le tabac. Il faut toujours éviter le tabac, quoi qu'il en soit, on le rappelle bien entendu. Mais vous nous expliquerez ici spécifiquement pourquoi c'est important. Et de façon générale, est-ce qu'il y a un entretien spécial à avoir lorsqu'on a une prothèse dentaire dans la bouche? Alors déjà sur le tabac. Oui, le tabac est vraiment l'ennemi de vos dents et de votre bouche. Pour une première raison, c'est que le tabac est le premier facteur de risque de la survenue des maladies de gencives, des fameuses maladies parodontales qui sont aujourd'hui responsables d'une bonne moitié des dents qui sont perdues par nos concitoyens. Donc déchausser, c'est ça? Exactement, ce qu'on appelle vulgairement le déchaussement dentaire, la parodontite, l'un des premiers facteurs de risque, c'est le tabac. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut aussi avoir du déchaussement dentaire sur les implants. Et le tabac va en être l'une des principales causes. Outre également le jaunissement des dents, évidemment. Bien sûr, et je ne parle pas des cancers de la bouche et des choses comme ça pour ne pas être désagréable. C'est non, on a bien compris. Et sinon, de façon générale, donc au niveau de l'hygiène à avoir? Évidemment, lorsque vous avez une prothèse, cette prothèse va nécessiter un entretien particulier et surtout un brossage hyper efficace. Parce qu'il y a forcément des endroits où les aliments vont pouvoir un peu plus se stocker que sur une denture naturelle. Et effectivement, l'entretien de ces prothèses, mais ça fait partie aussi de tout l'enseignement que le chirurgien dentiste doit donner à son patient lorsqu'il va réaliser une réhabilitation implantaire ou autre. Une bonne hygiène également pour garder le plus longtemps sa prothèse. Combien de temps chaque prothèse se garde-t-elle? S'il n'y a pas de rejet concernant l'implant, c'est assez rare, mais au cas où quand même. Et faut-il penser à les remplacer à un moment donné dans sa vie? Alors déjà, un point important, c'est qu'au niveau des implants, il ne peut pas y avoir de rejet au sens strict du terme parce qu'un implant n'est pas une greffe. C'est un matériau inerte. Par contre, dans certains cas qui sont très rares, on estime à 2-3% d'échecs relatifs en implantologie, l'implant peut ne pas être intégré par la mâchoire. Bon. Et surtout, la durée de vie, normalement, une fois que l'implant a marché, qu'il a été ostéo-intégré, il est censé durer à vie. On a aujourd'hui plus de 30 ans de recul sur les implants. Lorsque tout est favorable et que surtout l'hygiène est efficace, les implants doivent se garder normalement à vie. Donc l'implant c'est à vie et pour les autres? C'est ce qui permet de tenir la prothèse. Ce n'est pas une prothèse l'implant lui-même, c'est ce qui permet de tenir la prothèse. La prothèse par-dessus, voilà, qu'elle soit en céramique ou en résine, eh ben, elle va avoir un taux d'usure. Alors on peut dire qu'une prothèse céramique, la durée minimale, elle doit être aux alentours de 10 ans, mais ça peut durer beaucoup plus longtemps. Une prothèse en résine va s'user plus vite. Sur des appareils, par exemple stabilisés par des implants, on peut estimer qu'il faut remplacer certains éléments tous les 4-5 ans.
Et vous précisez également que pour les implants, il est recommandé que le praticien délivre un passeport implantaire pour garder une trace de toutes les informations donc, concernant finalement les prothèses que l'on aura portées. Pourquoi est-ce si important? Alors, parce que figurez-vous que dans le monde, il y a à peu près 300 marques d'implants différentes et que chaque marque d'implant a développé une connectique, une manière de s'accrocher à l'implant qui est différente et qui ne sont pas compatibles entre elles. Donc aujourd'hui, je reçois des patients qui ont eu des implants il y a 15-20 ans, dont la prothèse est usée qu'il faut refaire. Si je n'ai pas la référence des implants, ça devient une véritable enquête policière pour essayer de retrouver quel type d'implant, quelle connectique, et c'est beaucoup de temps perdu. Normalement, votre implantologue doit vous remettre au moins votre étiquette de traçabilité avec la marque de l'implant, la connectique et le type d'implant qu'il a utilisé. Et quoi qu'il en soit, on ne le redira jamais assez, l'hygiène bucco-dentaire est très importante, ne serait-ce que pour les dents d'origine, on va dire, et puis également pour les prothèses qu'on aura pu mettre dans notre bouche. En tout cas, merci pour tous ces conseils. C'est moi qui vous remercie. Et tout de suite, c'est la question aux spécialistes. Vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse mail qui s'inscrit en bas de cet écran ou directement sur la page Facebook de la Chronique Santé. Cette semaine, avec la neige qui tombe un petit peu partout en France, on pense déjà aux vacances, aux sports d'hiver. Alors c'est le moment de commencer à vous y préparer si vous avez la chance d'y partir. Voici quelques conseils de notre spécialiste. Pour partir au sport d'hiver, il faut se préparer pour avoir de bonnes vacances. Et on va commencer pendant 15 jours avant de partir à s'assouplir. Et en particulier les jambes, parce qu'au ski, on travaille beaucoup avec les jambes et les cuisses. Vous allez modifier votre alimentation, l'alléger, boire de l'eau pour vous sentir bien dans votre corps. Et puis, on va préparer une petite trousse d'urgence pour partir. Donc, il faudra un tube de granules Arnica 5CH pour éviter, avant d'aller faire du ski, d'avoir des courbatures. Un tube de granules Arnica 9CH pour prendre, si on a des courbatures, après le ski. On va également prendre des comprimés de potassium pour éviter d'avoir des contractions, ça se trouve en pharmacie. À moins qu'on ait une banane sur soi, ce qui fera également tout à fait une bonne utilisation. Et puis, on va prendre également de l'arpagophytum si on tombe et qu'on a une inflammation, ainsi que de l'huile essentielle de Gualtéry à mettre localement en cas de tendinite par exemple. N'oubliez pas vos lunettes de soleil de bonne qualité. N'oubliez pas non plus une bonne crème solaire qui a un indice de protection 50, ainsi que du beurre de karité qu'on peut mettre sur le bout du nez, sur les lèvres pour se protéger des gerçures. Et avec tous ces produits, vous serez paré contre tous les maux pour passer de bonnes vacances. N'oubliez pas en rentrant de vous hydrater la peau pour continuer à avoir la belle mine des vacances.